Bonjour à tous. Bienvenue au Centre des Congrès d'Aurillac à l'occasion de la 16e édition de Ruraléthique. Voilà, donc nous avons changé au dernier moment de configuration. À l'origine, ces rencontres étaient destinées à proposer une réunion d'échange au réseau national des agences techniques départementales et de l'association Déclic qui se présentera, qui est en charge de la mutualisation des prestations numériques pour le compte des collectivités. Et beaucoup d'agences techniques, puisqu'il y en a 60 en France départementale, sous l'égide des départements, ne pouvaient pas être présentes aujourd'hui. Ils nous ont demandé une diffusion vidéo de la manifestation, de la réunion, puisqu'à la base c'était une réunion. Et donc la seule salle qui proposait une diffusion vidéo, c'était la salle plénière du Centre des Congrès, où nous sommes là. Donc ça va peut-être pas favoriser l'échange, mais on va essayer de simplifier également les choses, parce que le but du jeu, c'est que l'ensemble des agences et des structures présentes puissent échanger. Mais par contre, voilà, ça permet à la trentaine d'agences en distance qui ont fait la demande de pouvoir nous suivre. Donc on les salue, ils ne pourront pas répondre et échanger, mais en tout cas, ils pourront suivre les présentations. Voilà, d'où ce rapatriement en salle plénière. Donc l'objet de la réunion, comme je vous le disais, c'est à la fois l'initiative de l'Agence nationale des directeurs des agences techniques, sous la présidence de Bertrand, il se présentera tout à l'heure, et de l'association Déclic, également avec Emmanuel, qui se présentera également. C'était de sentir un peu l'émergence de besoins numériques, c'est ce qu'on évoque lors de cette édition de Ruraléthique pour les collectivités. Mais en ruralité, il y a des collectivités qui ne sont pas en mesure d'effectuer ces prestations, de répondre à la demande et de prendre le virage du numérique, faute de moyens, faute d'équipe technique, faute d'éclairage, faute d'idées, mais rarement faute de volonté. Et donc l'idée, c'est de mutualiser, de créer à l'échelle départementale des structures, des prestations mutualisées pour le compte de l'ensemble de ces collectivités qui se retrouvent donc un peu esselées. Il existe des agences techniques départementales structurées à la base pour faire autre chose que le numérique, donc il y a déjà l'outil. Donc l'idée, c'est de se dire comment faire lorsqu'on a un outil, une agence technique ou autre, et qu'on a la volonté de faire des prestations numériques pour l'ensemble de nos petites collectivités. Quel est le chemin à parcourir? Quels sont les écueils? Quelles sont les décisions à prendre? Donc pour ça, l'association Déclic, qui a la vision nationale de tout ce qui se fait en France dans le cadre de la mutualisation, nous dressera un benchmark un peu des prestations réalisées. Et ensuite, on prendra deux exemples fondateurs, donc peut-être qui font partie des plus avancés en France, donc la Charente et la Dordogne, sur cette notion de mutualisation de prestations numériques. Voilà, donc moi-même, donc je suis Fabien Mexanowski, directeur général adjoint du département, mais également directeur de l'agence technique Cantal Ingénierie et Territoire du département du Cantal, qui est un établissement public administratif, comme la plupart des agences techniques. C'est-à-dire qu'une agence technique, c'est sur la décision d'un département, mais pour des questions de mise en concurrence, d'autonomie, de compétences, il y a nécessité de créer une structure ad hoc avec un conseil d'administration, un président qui est sous la tutelle et sous les finances du département en majorité, mais par contre qui est un outil autonome avec une gouvernance et des équipes pour mettre en place des prestations, historiquement la voirie, l'eau, l'assainissement, et aujourd'hui donc le numérique. Donc vous voyez pour le Cantal les prestations qui sont dispensées. Donc il y a de l'assistance et du conseil juridique à l'ensemble des collectivités. Merci beaucoup. L'accompagnement d'aide de projet à la programmation, l'eau et l'assainissement, donc assistance à maîtrise d'ouvrage, de la voirie, des réseaux divers, jusqu'à la maîtrise d'œuvre, du patrimoine bâti, des espaces publics, et donc un embryon de prestations numériques et d'administration en ligne. Et donc nous faisons partie de ceux qui souhaitons développer de la prestation numérique avancée pour le compte des adhérents, d'où un intérêt que l'on a également à avoir organisé cette réunion. Voilà, donc une idée pour vous présenter la structure, c'est un budget de 680 000 euros, bien subventionné par le département. Les adhérents, les collectivités qui participent à l'Assemblée générale payent un droit d'entrée, une cotisation, qui ouvrent droit à des prestations gratuites.
Et ensuite, ils payent à la journée, voilà, sur une prestation subventionnée, entre 200 et 330 000 euros, les prestations commandées à l'agence départementale. Aujourd'hui, donc, je vous disais que nous avons un embryon de prestations numériques à destination des adhérents. C'est parti de la plateforme e-Cantal, qui est une plateforme d'e-administration qui propose toute l'administration en ligne, de fonctionnement des collectivités, la dématérialisation des marchés publics, le transfert au contrôle de légalité, tout ce qui est flux comptable ou gestion des délibérations, par exemple. On a une prestation de DPO. Vous savez qu'on doit avoir aujourd'hui, dans le cadre de la RGPD, un délégué à la protection des données, c'est la réglementation. Plutôt que chaque petite commune embauche un epsilon de TP, l'idée a été de le mutualiser à l'échelle départementale au sein de l'agence technique. Donc on a un DPO désigné pour l'ensemble des adhérents. Voilà, avec une prestation où vous aurez bien entendu le détail des présentations. Et le gros de notre prestation numérique, c'est l'école numérique. Où l'école numérique, nous avions donc pour ambition de développer un ENT, puisque le département du Cantal est le premier département à avoir eu un ENT généralisé à l'ensemble des collèges, puisque c'est une compétence du département. Par contre, l'école n'est pas une compétence du département. Donc, mais l'agence technique, pour le compte des communes, peut proposer un ENT général à l'ensemble des communes, avec tous les avantages que l'on a. Une commune toute seule, c'est très dur pour son école de commander un ENT et de le faire marcher. Lorsque vous avez un prof d'école qui mute d'une école à l'autre, il ne retrouve pas forcément le même environnement. Donc là, au moins, d'avoir ce côté homogène d'un ENT général, surtout en période de crise sanitaire, ça a été vraiment salutaire de disposer d'un ENT de la maternelle jusqu'au bac, unique sur tout le département. Des prestations de matériel autour d'une convention que nous avons avec l'Éducation nationale, puisque chaque fois que l'agence technique se déplace pour un projet d'une école numérique, elle le fait avec un enseignant du numérique pour qu'il y ait un alignement entre les usages, le matériel proposé, qu'on soit sûr que le matériel réponde à tous les critères pédagogiques de l'Éducation nationale. Donc on accompagne en AMO l'équipement des matériels, on déploie les réseaux jusqu'au très haut débit, et également de la maintenance proposée, qui est souvent l'écueil en zone très rurale dans les petites communes. Une fois que le prestataire a vendu le matériel, il doit y avoir un suivi, une maintenance et un renouvellement qui doit être assuré. Voilà pour très rapidement le mot d'accueil, le pourquoi dans le ruralytique de rassembler les structures de mutualisation pour le numérique. Et voilà pourquoi, quant à l'ingénierie territoire, a également un intérêt à cette rencontre, puisque nous avons un premier socle de prestations numériques que nous souhaitons développer. Et je laisse la parole à l'association Déclic pour parler un peu au niveau national de ce qui se fait en termes de pratique de mutualisation des prestations informatiques. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci pour l'accueil et puis l'organisation ici même de Ruralytique et la création de l'événement. Alors, je vais prendre, j'imagine, pour... Hop. Et il y a le retour en bas. On va simplement vérifier que... Alors, on nous a dit que c'était là-haut. Ah oui, pardon, oui, effectivement. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je me présente, Emmanuel Vivet. Je suis là en tant que président de Déclic. Alors, Déclic, c'est quoi? Déclic, c'est d'abord une association qui a été créée il y a une quinzaine d'années. En fait, sur le territoire, c'est créé depuis 30, 40, 50 ans, 50 ans pour la structure la plus ancienne, des structures de mutualisation informatique. Alors, il y a eu différents noms. Aujourd'hui, on a un nom qu'on retient et qu'on met en avant, c'est OPSN, Opérateur Public de Services Numériques. Alors, c'est quoi un OPSN? En fait, un OPSN, on va faire court, c'était une DSI mutualisée. C'était, vous allez voir pourquoi la conjugaison du verbe. Une DSI mutualisée parce que aujourd'hui, dans la majorité des collectivités, les collectivités locales n'ont pas les moyens financiers, le temps, des compétences on trouve, hein, mais des moyens financiers d'avoir en interne une personne en charge de l'informatique. Et si ce n'était que l'informatique, parce qu'aujourd'hui en fait on a enlevé le mot informatique et puis on met numérique derrière. Et dans une collectivité maintenant, il faut parler, tu l'as dit le mot tout à l'heure, RGPD. Il faut parler accessibilité numérique, il faut parler inclusion, il faut parler cybersécurité,
vraiment beaucoup en ce moment. Il faut parler certificat électronique, il faut parler démat, il faut parler transfert, etc., etc. Ça veut dire que, en fait, il faut un couteau suisse dans toutes les collectivités qui soit capable d'aller porter la bonne parole, accompagner, former. Et puis, ce mot formation, c'est, je pense, le mot le plus important en tout cas, qu'on essaye, nous, de mettre en avant, c'est qu'on ne fera pas de transformation numérique sans formation des agents, des élus. Et c'est vraiment la pierre, enfin, c'est vraiment le débat, et puis sur lequel il faut poser la chose. Donc, Déclic, c'est quoi? Donc, c'est un réseau national. Donc, on a décidé, il y a une quinzaine d'années, puisqu'on faisait tous ce même métier. Moi, en parallèle, en fait, je dirige un des OPSN. Je dirige l'ADICO, ADICO, qui est à Beauvais, dans l'Oise, qui est une association. Alors, vous verrez qu'en fait, il existe différentes natures juridiques d'OPSN. Moi, c'est une association, donc j'ai un conseil d'administration composé d'élus locaux, et l'association a été créée il y a 30 ans, et moi, je suis directeur général de l'ADICO, et j'ai comme adhérents 2000 collectivités locales, aujourd'hui sur 13 départements, 3 régions et un peu plus de 60 salariés pour accompagner les collectivités. Donc, en gros, on est une grosse DSI, mutualisé, même si le mot DSI n'est plus le bon aujourd'hui par rapport à toutes les compétences. Donc, Déclic, en fait, on a décidé que comme on était plusieurs comme ça sur le territoire, de créer une fédération. Voilà, c'est une association, mais on va parler de fédération, où on apprend en fait à travailler, on échange, et vous voyez l'intérêt d'un réseau d'échange que vous connaissez, je pense, sur différents formats. Alors, sur toute la France, Dom-Tom, compris d'ailleurs, puisqu'on a un adhérent. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est la mutualisation numérique. Quelle que soit l'échelle, quelle que soit la nature juridique. Dans les adhérents, en fait, de Déclic, on a principalement des personnes morales, bon, il y a quelques personnes physiques, mais des personnes morales, et dans ces personnes morales, vous avez en fait des syndicats mixtes. Je prends le cas de la Charente-Maritime, Soluris, c'est un syndicat mixte. L'Alpi, dans les Landes, c'est un syndicat mixte. Vous avez ensuite des centres de gestion, vous les connaissez, centres de gestion de la fonction publique territoriale. Certains ont décidé d'avoir une compétence optionnelle, dans les compétences optionnelles que leur permettait l'article de loi, de prendre des compétences numériques et d'accompagner les collectivités locales. Je peux penser au CDG 46, 47, 82, 61, enfin voilà, 59, un certain nombre de CDG, qui sont donc adhérents de notre association, de la Fédération Déclic. Vous avez, et donc avec 2 éminents représentants, et 3 d'ailleurs, les ATD, qui, pour certains, se sont engagés depuis longtemps dans l'accompagnement numérique des collectivités. Et donc, on a des ATD aujourd'hui adhérents de l'association. Nous avons aussi des GIP, groupements d'intérêt public, vous connaissez, le GIP Bourgogne-Franche-Comté, le GIP, on a un GIP sur l'Île-de-France, et vous avez aussi des associations, donc, dont celle que je dirige. Alors, on est les moins nombreux, puisque sur les 45 adhérents, 45-46, vous verrez les 2 chiffres, puisqu'il y a un adhérent dernièrement, mais il reste aujourd'hui 2 associations. Nous et l'association Agathe Territoire, qui est dans les Alpes, dans les Hautes-Alpes, pardon. Donc, quand je parle des entités, aujourd'hui, effectivement, quelle que soit la nature juridique, la seule chose qui nous réunit, c'est la mutualisation numérique sur les territoires. Puis après, l'échelle. Nous, l'échelle, en fait, globalement, elle nous intéresse peu. Qu'on soit une échelle départementale, l'ATD, un CDG, qu'on soit sur une échelle de plusieurs départements, c'est le cas de l'ADICO, c'est le cas d'autres, du SICTIAM à Nice, qui est sur 6 ou 7 départements. Ça peut être, après, c'est plus, est-ce que ma nature juridique me permet effectivement d'aller proposer des services en accord avec les autres départements. Un GIP, plus une couverture régionale. Et puis après, vous avez des gens aussi comme Mégalis Bretagne, qui intervient sur l'ensemble de la région Bretagne. Donc encore une fois, on ne dit pas que la mutualisation numérique, c'est telle nature, même si aujourd'hui, je suis content d'échanger au niveau des ATD, puisque on verra dans la couverture géographique qu'on est loin d'avoir de la mutualisation sur tout le territoire. Et qu'aujourd'hui, le message que je souhaite faire passer, c'est que les collectivités n'arriveront pas à réaliser leur transformation numérique s'il n'y a pas de mutualisation. Voilà, je pouvais peut-être douter de ça il y a quelques années. J'en doute plus aujourd'hui. J'ai peu d'acquis, mais celui-là, je l'ai, je le défends. Et je suis content que les ATD puissent, en tout cas, s'intéresser au sujet et le prendre en main. Donc,
45 structures. Globalement, voilà comment on travaille ensemble. En fait, Déclic, on a une personne qui nous accompagne sur toute la partie administrative, mais pour le reste, ce sont les membres des adhérents qui collaborent. Et on collabore avec un réseau interne. En fait, on a un réseau avec des espaces, et l'espace, il y a une vingtaine d'espaces. Il y a 2 espaces qui marchent très très bien, donc d'échange entre les membres. Le premier, c'est le RGPD. Tous les jours, il y a des questions. Tous les jours, il y a des questions. C'est comment toi tu fais ça, comment tu fais ça, quelle réponse tu as, quel contact tu as. Le deuxième, c'est la cyber, il n'y a pas de mystère. C'est comment tu traites, comment tu fais. Et puis après, voilà, nous avons des échanges sur la gestion financière, des échanges sur la gestion des relations citoyens, enfin, et vous prenez toutes les thématiques que vous pouvez rencontrer dans les collectivités locales. Notre site internet, forcément, asso-déclic.fr, une cartographie qui recense l'ensemble de nos structures. Et d'ailleurs, la cartographie, on utilise la cartographie de l'ATD 24 qui nous met à disposition son SIG pour recenser l'ensemble des structures. Et puis différentes réunions et des rencontres nationales. Nos prochaines rencontres nationales seront en octobre à Vannes, où là, il est toujours plus intéressant. La période du Covid n'a pas aidé, mais on peut faire des choses à distance, mais c'est toujours intéressant de temps en temps de se réunir. Nos réunions à distance, typiquement, la semaine prochaine, mardi, on a un échange avec la DINUM et l'UGAP sur le marché cloud de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, la DINUM qui va lancer son nouveau marché a besoin d'échanger pour savoir quels sont les besoins des collectivités. Donc, on prévoit d'échanger avec eux. On a eu une réunion au mois de juin avec le ministère de l'Intérieur sur la carte nationale d'identité électronique. Parce que, et vous le verrez aujourd'hui, en fait, on apprend des choses. Enfin, d'un seul coup, nous, on a une commune, alors l'Oise, on a fait partie des départements pilotes. Puis on a une commune qui nous appelle et qui nous dit « Ah, en fait, demain matin, ils viennent installer parce qu'en fait, je suis site pilote en CNIE, il paraît qu'il y a des choses à faire sur mon PC, est-ce que vous pouvez venir ?» Ah, vous êtes bien gentil, on n'a pas été informés, enfin voilà. Donc ça veut dire qu'on essaie comme ça d'organiser avec tous les ministères pour essayer d'avancer. Je prends l'exemple du ministère de la Justice sur la dématérialisation, des mentions, enfin bon voilà. Après, on peut rentrer vraiment dans le détail technique. Voilà, donc on a forcément notre présence sur les réseaux sociaux. Il faut forcément, on est dans un monde de communication, donc nous communiquons. Quelques membres, quelques adhérents. Je crois que la liste n'est pas forcément complète, mais vous allez retrouver du Agathe, donc dans 73, la Loiret numérique, l'ALPI, la APGL. Voilà, vous avez Fibre 64 et un certain nombre de structures. Ce qu'il faut voir, ce qui nous réunit, donc c'est la mutualisation, sachant qu'après, et ça va être en fait l'enjeu pour les ATD, c'est qu'on n'est pas tous obligés de faire la même chose. Ça veut dire qu'en fait, certains sont plus engagés sur les outils de relation avec les citoyens. D'autres sont plus engagés dans l'accompagnement à la démat des outils internes à la collectivité. Voilà. Et d'autres font tout. Et, on a des structures assez importantes, ils sont sur tous les métiers. Et en fait, c'est comme ça qu'on apprend ensemble. Je vais donner un exemple, puisque c'est la thématique de Ruralytique, sur l'école numérique. Quand je me suis intéressé, moi, pour l'ADICO au sujet, il y a maintenant 10 ans, en fait, je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas par quoi commencer. Donc, je suis allé voir mes amis de Somme Numérique, qui est un syndicat mixte, qui est très engagé sur la partie école numérique. D'ailleurs, qui, je crois, a déjà eu l'occasion de participer à Ruralytique. Et en fait, en tant que membre de Déclic, il est venu, il nous a dit, je me mets à disposition et vous voulez avancer comment ? Et en fait, on a gagné un temps fou, et ce qui nous a permis de nous lancer là-dedans. Et en fait, en ce moment, on fait la même chose un peu sur tous les métiers, mais j'y reviendrai. Quelques chiffres. Alors voilà, vous voyez une couverture un peu de là où vous avez des structures. Donc, quelle que soit la nature, quelle que soit la taille de la structure, et attention, c'est pas parce que vous avez un opérateur public de services numériques sur un territoire que forcément il va accompagner les collectivités en compta, en paye, en RGPD, en RG2A, en RGS. Attention, plein d'appellations diverses et variées. Enfin, voilà, il avance à sa vitesse et il avance en fonction de ses capacités financières et en fonction des besoins des collectivités. Et il manque le Cantal qui est effectivement adhéré, et nous allons le rajouter. Je suis désolé, je suis dans le Cantal, il apparaît même pas, la honte pour moi.
Donc j'étais vachement en avance parce que je l'ai préparé, j'ai finalisé à 12h30 et voilà. C'est pas bien de partir en vacances. Je voulais, et avant de laisser la parole, est-ce qu'on pouvait lancer le répertoire 2 bis que j'ai mis, s'il vous plaît, puisque j'ai compliqué les choses, j'en ai fait 2. Pourquoi? Alors, on va pas voir grand-chose, mais voilà, on peut simplement rester comme ça sur le haut. En fait, pourquoi il est primordial d'accompagner et de mutualiser sur les territoires? On repart du principe qu'aujourd'hui, des spécialistes, on en a dans des collectivités plus importantes. On peut après avoir, dans le cadre d'une intercommunalité, aussi de la mutualisation de cette compétence-là. Mais en fait, dans le cadre du DECANT, le DECANT, développement concerté de l'aménagement numérique des territoires. Le DECANT, c'est une structure qui fait l'interface entre l'État et les collectivités sur les projets numériques. Au sein du DECANT siège, et je vois un des représentants de l'ADF, la FNCCR, Déclic, l'AMF, enfin voilà, toutes les associations représentant les collectivités locales. Alors, ne retenez pas DECANT, puisque maintenant il s'appelle TNT, le nom a changé, ça s'appelle maintenant la transformation numérique des territoires. Bon, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'en fait, on a établi, alors ça s'appelle échéancier, mais globalement, c'est un peu tous les projets numériques, et encore, j'enlève le tout, c'est des projets numériques qui concernent les collectivités locales. En fait, pourquoi on a fait ça? On a fait ça pour faire prendre conscience à l'État que ce qui attend les collectivités dans le cadre de la transformation numérique, c'est énorme. En fait, aujourd'hui, vous avez une organisation de l'État qui avance ministère par ministère. Donc, chacun va venir vous voir en vous disant, moi, j'ai un super truc en état civil, il faudrait que tu déploies, alors il faudrait que ton PC soit en mode admin, je vais te donner un certificat qui marche sur tel système. Voilà, bon, c'est très bien, c'est cohérent, c'est intéressant. Alors, par contre, moi, je m'appelle le ministère des Finances, c'est un autre certificat, je suis désolé. Je ne sais pas s'il est compatible avec l'autre, j'ai pas regardé, moi je travaille pas avec les autres. Et par contre, ça serait bien que tu dématérialises aussi, et puis je vais te parler des payes, et puis moi je m'appelle le ministère de l'Intérieur, je vais te parler du REU, puis en fait à un moment donné on se dit non mais vous êtes pas bien, enfin je veux dire, vous me dites 2022, 2023, 2024, enfin c'est plus possible. C'est-à-dire que la collectivité, il y a un seul réceptacle. Et en fait, ce document que vous voyez, que vous verrez en téléchargement sur le site asso-déclic, on a essayé de dire, tiens, on est reparti de 2018, on est allé jusqu'à 2023, et avec l'ensemble des associations d'élus, même s'il n'y a que le logo Déclic qui apparaît aujourd'hui, en fait, on a dit à l'État, regardez ce que vous avez fait. C'est cohérent, tous les projets un par un. Mais à partir de là, l'État nous a dit, première chose, ça serait pas mal de le maintenir à jour, et puis 2, on va peut-être essayer commencer d'avoir une logique un peu différente. Alors je dis pas que ça a changé aujourd'hui, mais en tout cas, ce document existe. Et là où je veux en venir, c'est que la collectivité n'y arrivera pas. On le voit avec la partie cyber. Vous voyez dans la presse les attaques diverses et variées. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a fait une transformation numérique accélérée sans forcément peut-être avoir des bonnes bases. Alors je dis pas qu'on arrivera à se protéger de tout, les pirates sont plus rapides que tout le monde, donc. Mais cela étant, on a quand même fait pas mal de choses qui n'étaient pas forcément logiques. Et aujourd'hui, c'est quoi le rôle d'une structure de mutualisation pour celles qui prennent la compétence? C'est d'accompagner les collectivités locales sur le cyber. Alors, ça passe par des outils, ça passe par des moyens, ça passe par des solutions, etc. Et c'est pour ça que Déclic, et avant de... Parce qu'après, sinon, je vais prendre il doit laisser la parole. On a différents partenaires. On a signé une convention de partenariat avec l'ANSSI, l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, pour dire aujourd'hui, l'ANSSI a souhaité aussi s'engager à nos côtés pour accompagner les collectivités. On siège au sein du GIP cybermalveillance. Au sein de cybermalveillance, en fait, vous avez la partie collectivité locale, voilà. Et nous, on est forcément dans la partie collectivité locale avec quelques autres structures pour essayer de trouver des méthodes, des moyens pour accompagner au mieux les collectivités locales sur la partie cyber. Mais la partie cyber, c'est qu'une partie. Alors c'est peut-être un socle, c'est peut-être un chapeau, on l'appelle comme on veut, mais il y a plein d'autres choses.
Et c'est un peu ce qu'on essaye dans ce document-là. Je pense que quand vous travaillez, si vous travaillez dans une collectivité locale, vous voyez apparaître toutes ces échéances, et aujourd'hui vous vous demandez comment vous allez faire. Tout ça, ça coûte. Alors, pourquoi on mutualise? Il y a une question financière, hein. Forcément, ça coûte moins cher de mutualiser, parce qu'on mutualise les outils, les ressources. Je vais donner un exemple, et promis, je laisse la parole. Quand est arrivé le protocole ACT, vous connaissez le transfert des actes soumis au contrôle de légalité en préfecture. C'est quelque chose qui est acquis à peu près maintenant sur tout le territoire. Je ne vais pas faire plaisir s'il y a des éditeurs dans la salle, s'il y a des représentants du secteur privé, mais ça veut dire que si on n'avait pas pris en main ça, chaque commune devait débourser sur des prix assez exorbitants son propre tiers de télétransmission. Et à un moment donné, les structures de mutualisation sont arrivées, puis on dit, moi je vais passer un marché, et je vais acheter un tiers de télétransmission pour l'ensemble de mes adhérents. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, on dit à la collectivité, vous pouvez aller dans cette démarche parce que ça ne va pas vous coûter. Comment on est financé? C'est un peu ce qui a été présenté dans le cadre que tu as présenté tout à l'heure, c'est de la cotisation. Et puis après, il y a différents modèles, mais globalement, pour retenir, le modèle que l'on retrouve un peu partout, c'est que vous avez une cotisation annuelle qui dépend de la taille de la collectivité, et puis après, vous avez des coûts de prestation ou des coûts d'abonnement à des solutions. Mais tout ça dans le cadre de marché et dans le cadre de mutualisation. Et c'est là où, effectivement, on dit à la collectivité, c'est pas impossible. On peut y arriver parce que c'est le cas des marchés publics. Je ne sais pas si c'est quelque chose dans le Cantal, j'ai pas fait attention tout à l'heure. Bon, voilà, c'est le cas. C'est-à-dire qu'une plateforme de marché public, vous avez tout intérêt à la mutualiser pour deux raisons. Un, ça coûte moins cher à la collectivité, mais c'est pas forcément le principal argument. Le principal argument, c'est comment vous voulez permettre aux entreprises d'accéder au marché public si vous avez 50 plateformes. Arrêtons. Enfin, je veux dire, si on veut empêcher les gens d'accéder au marché public, continuons comme ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, soit on fait un agrégateur de l'ensemble des plateformes, soit on a une plateforme à un niveau départemental, régional, on s'arrange comme on veut, et au moins, derrière, on dialogue avec la CCI et les autres organismes pour aller orienter les entreprises sur les marchés publics. Voilà, pas une petite introduction, mais bon. Très bien, ça lance bien le débat. Donc c'est effectivement la dématérialisation, par exemple, la plateforme de marché public, quant à l'ingénierie, les territoires le proposent à tous les adhérents, mais gratuitement en plus. Puisqu'à l'échelle, le coût n'est pas forcément, dans le business plan de l'agence, ne pèse pas trop, et ça permet à des communes de bénéficier de ça. Et la ville d'Aurillac, qui est une ville qui n'a pas besoin forcément de services techniques mutualisés, moins qu'une petite commune, adhère à Cantal Ingénierie et Territoire pour bénéficier de la plateforme de dématérialisation de marché, et donc avec l'effet d'échelle de s'y retrouver bien mieux que le simple coût d'adhésion à l'agence. Il y a d'autres exemples comme l'ENT dans les écoles est proposé gratuitement. Une commune toute seule pour s'acheter un ENT, c'est beaucoup plus compliqué. La parole à Bertrand Boisserie, donc, qui a 2 titres présents avec nous. Tout d'abord, il est directeur de l'agence technique départementale de la Dordogne, mais également président de l'Association nationale des directeurs d'agences techniques départementales. Donc il va parler, dans le sens qu'il veut, de ces deux casquettes. Alors merci Fabien, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais plutôt commencer par, et de manière assez brève, par l'Association nationale des directrices et directeurs d'agences techniques départementales. Et donc il y a beaucoup de directrices dans cette association, et nous en avons inclus d'ailleurs un certain nombre lors de notre dernière assemblée générale qui s'est déroulée au Puy-en-Velay voici quelques semaines, dans le bureau de l'association. Et Fabien, à ma droite, en est secrétaire, et Ronan est également membre du bureau. Je suis très heureux aussi de retrouver Emmanuel Vivet, que j'avais pu rencontrer au tout début des premières réunions qui avaient préfiguré donc le lancement de l'association Déclic, puisque auparavant c'était des réunions un peu informelles, et puis aujourd'hui cette association brillamment présidée par Emmanuel s'est dotée d'ailleurs d'une permanente, je crois, qui assure l'animation administrative de l'association, et ce qui est aussi un vecteur de succès. Quant à notre agence nationale, donc elle a été, je dirais, statutairement créée à partir de 2018, et donc elle regroupe aujourd'hui à peu près
65 structures qui ont vocation à agréger l'ingénierie départementale. Sur ces 65 structures, on a une grande majorité d'agences techniques départementales constituées sous forme d'établissements publics administratifs. Et parmi celles-ci, parmi ces agences techniques départementales, il y en a un bon tiers qui intervient et qui œuvre sur le champ du numérique. Et puis par déclinaison ultime, il y en a une dizaine qui doivent faire partie de l'association Déclic aussi. Et d'ailleurs, ma directrice adjointe à l'agence technique départementale est également vice-présidente de l'association Déclic. Alors, voilà, pourquoi ce propos liminaire pour vous dire que nous sommes tous des acteurs du territoire, alors tout particulièrement sur les territoires de l'échelle départementale, qui nous tient d'ailleurs très à cœur, même si certains ont des actions transdépartementales. Et donc, on est sur des champs de compétences partagés et la mise en commun de moyens et donc le maître mot de mutualisation est celui qui nous réunit aujourd'hui. Donc pour cette association, voilà, c'est quelques mots de présentation. La prochaine réunion d'Assemblée Générale aura lieu en juin 2022 à Laval. C'est notre collègue Fabien Poulain qui est chargé de l'organiser. Je vois d'ailleurs quelques visages connus qui étaient au Puy-en-Velay. Je m'empresse de les saluer. Maintenant, j'en viens à la présentation plus concrète et pratique de ce que peut faire une agence technique départementale et en tout cas de ce qui a été fait sur l'agence technique départementale de Dordogne, sur laquelle j'interviens depuis 2012. Alors d'abord, un bref rappel. Je serai vraiment bref. Alors, en général, quand on dit ça, on se perd ensuite, mais sur la présentation globale de l'agence, il y a environ aujourd'hui 70 personnes qui sont à l'agence, et il y a 3 grands pôles. Un seul pôle va nous intéresser aujourd'hui, et c'est celui sur lequel je vais m'attarder. C'est le pôle le plus à droite de l'écran, le pôle gestion des territoires, que l'on a nommé ainsi, puisque c'est dans ce pôle-là que vont se trouver tous les services, toutes les prestations, toutes les activités de conseil, d'aide, de maintenance sur la vie de nos collectivités adhérentes et tout particulièrement sur le numérique. Alors, un rappel sur... il faut toujours revenir sur l'histoire et sur quel est l'écosystème en local. On a coutume de dire qu'il n'y a pas de projet unique, il n'y a pas de schéma préétabli pour intervenir sur la thématique. Il faut aussi tenir compte du jeu d'acteurs présents, de l'histoire des territoires. Et en l'occurrence, en Dordogne, l'agence technique a une très forte antériorité puisqu'elle a été créée en 83. Et c'est elle qui a permis le déploiement et l'informatisation des mairies, des communes, à partir de 1988. Donc, on arrive sur un terrain qui est déjà connu, qui est déjà pratiqué, et sur lequel l'agence a une certaine notoriété au moment du déploiement des nouvelles activités que je vais vous présenter dans quelques instants, qui, elles, sont plus liées à la transformation numérique des territoires. Donc, en fait, je pense que ça va être le cas dans beaucoup de structures. Le service informatique est devenu le service de transformation numérique ou d'accompagnement numérique des territoires. Mais il y a aussi en Dordogne, comme dans beaucoup, une grande majorité en France, un syndicat mixte qu'on appelle Périgord Numérique, qui est chargé du déploiement de la fibre et de la menée du service au domicile. Et puis, il y a aussi un département qui est très engagé, avec une DSIN qui il y a plusieurs années déjà, a choisi de porter un data center départemental en collaboration avec le SDIS. Et donc, on a un écosystème particulier avec un syndicat mixte très fort, nouvellement créé, dans lequel le département est très engagé. Les services départementaux, une DSIN très constituée, avec beaucoup de compétences en interne, et surtout des infrastructures existantes sur lesquelles on peut s'appuyer pour faire l'archivage, le stockage des données et pour mutualiser des métiers de maintenance et de cybersécurité. Et puis l'agence technique départementale, dont la vocation première est d'offrir des services mutualisés auprès de ses adhérents. Alors en l'occurrence en Dordogne, il y a à peu près, il y a quasiment 100% des communes qui adhèrent à l'agence technique départementale. Il y a 505 communes, il y a 502 adhérents. Et puis il y a bon nombre de CCAS, de SIAS, de grands syndicats départementaux, de l'eau, de l'assainissement, de l'énergie, qui adhèrent également à l'agence. Il y a donc 650 adhérents à peu près qui bénéficient des services de l'agence sur donc le territoire, uniquement sur le territoire départemental.
Alors, quelques rappels sur, puisqu'on a quand même un peu de temps, je vois qu'Emmanuel faisait vite, mais je crois qu'on a jusqu'à 16h30, donc on va avoir l'occasion de parler de tout ça. Du coup, je ne vais pas forcément très très vite. Donc les enjeux, c'est les mêmes pour tout le monde, c'est pour ça que nous sommes tous là aujourd'hui, c'est accompagner la transformation numérique des territoires et donc d'accompagner les collectivités sur cette thématique avec des objectifs que tout le monde connaît ici, des objectifs de mobilité, d'interopérabilité, de collaboration aussi, donc faire travailler les différentes structures ensemble et avec des outils partagés, et puis surtout l'usage de la donnée, élément de plus en plus essentiel d'aide à la décision, qui a une valeur, qui prend une valeur de plus en plus forte. Et donc l'intérêt à la fois de la maîtriser et puis surtout aussi peut-être de la stocker. Avec les points de vigilance qui sont donc le pendant des objectifs, la cybersécurité, donc l'inclusion numérique. Alors là, en disant inclusion numérique, on fait entrer dans la discussion un nouvel acteur qui est celui du citoyen, l'usager du service public. Et puis aussi la sobriété numérique, c'est donc la question des usages de l'outil numérique qui est bien sûr en question. Dans cette direction gestion des territoires, qui est la direction du numérique, pourrait-on dire, à l'Agence technique départementale de la Dordogne, il y a 3 sous-rubriques, sous-pôles. Un pôle d'administration numérique, qui était donc l'extension du service informatique qui existait depuis 1988. Un pôle de sécurité juridique aussi, ça a été abordé à l'instant. On a parlé du RGPD. On a parlé aussi des marchés publics, des exigences en matière de dématérialisation. Donc ceci, je vais le décrire un peu plus avant dans les visuels suivants. Et aussi et surtout, une opportunité, c'est pour ça que la question de l'histoire des territoires est fondamentale, ce qui a présidé à la constitution d'un gros service de SIG, comme disait Emmanuel, c'est donc de cartographie numérique. Aujourd'hui, il est constitué de 8 personnes. Ce sont donc tous des géomaticiens diplômés qui interviennent à l'agence technique départementale. Et en fait, on n'a pas énormément de mérite parce qu'en fait, il y avait une association des précurseurs, une association de géographie rurale numérique en Dordogne, sous forme associative complètement, qui intervenait dans le cadre des exercices de planification qui étaient plus ou moins aidés par la région, le département. Bon, bref, en 2014-2015, à l'invitation et sur proposition que nous avions formulée auprès du conseil départemental, on a décidé, voyant poindre de plus en plus d'exigences et le caractère de plus en plus prégnant de la partie données, numériques, data, visualisation, géoréférencement, on a intégré cette association à l'agence technique. Ils étaient 3 au départ, donc ils sont 8 aujourd'hui. Alors en cartographie numérique, donc c'est les 3 pôles, je commence par celui-là, il y a environ 503 collectivités qui sont suivies. Et l'idée, c'est de créer une donnée homogène, c'est-à-dire partageable, diffusable, et de centraliser l'information avec ce système d'information géographique mutualisé. Mais vous allez voir que ça touche toute la vie, toutes les activités, tous les services communaux, en partant du cimetière, des routes, de l'instruction des autorisations du droit du sol. Donc tout ceci repose sur en fait une base de données géoréférencée, qui est donc un système d'information géographique. Alors, la première étape, c'est la data, la donnée. Et donc, on a un premier niveau qui est celui de la visionneuse. Cette visionneuse, pour chaque territoire, pour chaque commune, pour chaque ensemble de communes, le PCI, on met à disposition ces 14 items qui sont accessibles. Alors, c'est donc par le biais d'une adhésion, puisque donc il faut faire fonctionner le service, évidemment. Donc, il y a une adhésion à l'agence technique, et puis ensuite, il y a une convention spécifique pour bénéficier du service de la visionneuse. Et donc, on va retrouver en accès direct par à la fois donc tous les usagers et les agents des adhérents sur des matrices cadastrales, les zonages d'urbanisme, tout ce qui va servir à l'instruction des droits des sols, et puis également tout ce qui est réseau, tout ce qui est point incendie, tout ce qui est données agricoles, et notamment, c'est très important pour nos communes et communes rurales, j'imagine que c'est évidemment le cas ici aussi
dans le Cantal, on va retrouver aussi, parce qu'on a donc des API, tout ce qui va concerner les mouvements fonciers agricoles, donc tout ce qui pourrait faire l'objet de préemption, tout ce qui est les mouvements d'acquisition à l'intérieur d'une commune. On a mis en place, et en adhérant à ce premier niveau, qui est le niveau de la visionneuse, on peut donner l'accès à ce type d'informations, par exemple, pour tous nos adhérents des communaux. Je terminerai par différentes études, et puis oui. Alors, il se trouve que on m'a confié aussi la direction du CAUE, du Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de Dordogne. Et donc, on met à disposition aussi, par l'intermédiaire de cet outil partagé, de ce système d'information géographique, tout ce qui va concerner l'inventaire du petit patrimoine. Donc là, on est sur une autre rubrique, mais tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a une étendue assez vaste de connaissance du territoire que permet cette visionneuse. Et puis, il y a des applicatifs spécifiques. Donc là, c'était les données brutes. Et ensuite, en fonction des besoins des adhérents, en fonction de leurs compétences, au sens celles que leur donne la loi, puisque suivant le type de collectivité, toutes n'ont pas la clause de compétence générale, donc on va retrouver des applicatifs qui vont servir plus à certains qu'à d'autres. Et donc vous trouvez en bas de cet écran la liste énumérative des applicatifs qui sont développés à l'heure actuelle. Donc l'applicatif cimetière, très très demandé, puisque chacun voit que dans les communes rurales, c'est l'arrière-grand-père ou l'ancien, ce qu'on appelait chef des travaux avant, qui savait, ou la secrétaire, et puis petit à petit, plus personne sait où sont les numéros et comment s'y retrouver. Donc il y a un lieu de numériser, donc on propose la numérisation du cimetière, et puis après, la gestion en est d'autant plus facilitée. Et puis même si la secrétaire change, ou le secrétaire change de mairie, eh bien, on a un archivage et une connaissance de ce type d'information. L'adressage également, nous avons mis en place pour accompagner le développement de la fibre. Donc là, j'en reviens à l'écosystème départemental. Un syndicat mixte qui déploie la fibre et des usagers du service public qui, pour bénéficier de la fibre, doivent être inscrits dans la BAN, la base d'adresse normalisée. Ah oui, mais qui va normaliser cette adresse pour que l'usager du service public, et notamment du service de téléphonie de la fibre nouvellement déployée, va pouvoir se mettre en route? Eh bien, il faut donc avoir une adresse normalisée, et l'agence technique départementale s'est mise en capacité d'offrir à l'ensemble des communes du territoire départemental une méthodologie et, grâce à donc la cartographie numérique, la numérisation et la codification sous les règles de normalisation de l'adresse, ce qui fait que l'accompagnement du déploiement de la fibre et la mise en route des points de livraison se fait en même temps que le déploiement de l'adresse normalisée, et les communes ont conventionné avec l'agence technique départementale pour avoir cette normalisation de l'adresse. Donc là, on est dans une mutualisation, je dirais, ou gagnant-gagnant, où le département s'appuie sur l'agence pour déployer l'adresse normalisée, et l'agence suit attentivement le déploiement de la fibre pour aller au-devant des communes pour qu'elles soient en capacité d'offrir ce service. Service public d'assainissement non collectif, voilà, un logiciel de bâtiment. Alors là, on a les réseaux, le suivi les réseaux, collecte d'ordures ménagères également. La taxe de séjour, un applicatif spécifique qui a été développé pour avoir le suivi, je dirais, en direct et en permanence de la prise en compte des taxes de séjour sur le territoire. Je me lève un peu pour voir, la voirie, bien sûr. Et tout ceci, d'ailleurs, en mobilité. Donc c'est un autre aspect, je pense qu'on va revenir après dessus, sur la question de la mobilité, c'est-à-dire que évidemment tout ceci peut être accessible par internet sur smartphone, et donc le technicien voirie qui fait une visite de contrôle de voirie peut prendre des photos, enregistrer son état de voirie dégradé ou d'un ponceau, d'un ouvrage d'art, et ensuite l'intégrer dans le système d'information géographique pour, en retour au bureau, effectuer les démarches nécessaires et prendre les décisions qui s'imposent. Et du coup, on est en mobilité et on est partagé, puisque du coup, c'est accessible à tout le monde. Alors,
Oui, alors là, administration numérique, hein, je suis passé, donc il y avait 3 pôles, souvenez-vous, hein, administration numérique, cartographie numérique et sécurité juridique. Donc là, je viens de vous parler de la cartographie numérique. Maintenant, je vais vous parler de l'administration numérique. C'est le métier de base, hein, la comptabilité, la paie, les finances, l'élection, l'état civil, la facturation. Donc nous, on travaille avec une suite Berger-Levrault là-dessus, que l'on met à disposition de nos adhérents et dont on assure pour les adhérents la formation, point central sur lequel a insisté tout à l'heure Emmanuel et qui est évidemment fondamental, la formation et la maintenance des logiciels. Alors l'idée, c'est d'installer et de proposer l'ensemble des fonctionnalités de la suite Imagnus, avec donc la formation et la maintenance, et puis d'assurer la connexion des logiciels et des plateformes pour évidemment automatiser les procédures. Cela va sans dire, mais c'est rappelé ici donc avec la DDFIP, avec les préfectures et avec un tiers de télétransmission évidemment mutualisé. En l'occurrence, on a d'ailleurs tellement mutualisé qu'on travaille avec le tiers de transmission déployé par le SICTIAM, voilà, qui est un collègue des Alpes-Maritimes, c'est ça. Parfait. Autre potentialité ou autre développement qui est envisagé depuis 18 mois à l'agence, qui est en phase de test chez auprès de 2-3 adhérents, conservatoire départemental de musique, une grosse collectivité, enfin une collectivité de taille moyenne, c'est-à-dire 12 000 habitants en Dordogne, c'est la proposition d'installer un bureau virtuel, c'est-à-dire que nous assurons l'accès, donc évidemment sous forme de client léger, donc du coup l'adhérent devient client léger, l'adhérent n'a plus de serveur sur site, l'adhérent n'a même plus besoin d'assurer l'acquisition de logiciels, et l'agence technique lui amène cette fonctionnalité-là complète. Il n'y a plus qu'à se doter d'une machine, donc d'un ordinateur, mais tout ce qui est le back-office est géré du coup par l'agence technique. Et nous pouvons le faire parce que nous nous appuyons par convention avec les infrastructures du conseil départemental, infrastructures puissantes, avec un data center puissant, sécurisé, et qui nous permet donc par ce support technique et technologique et cet accompagnement de déployer cette nouvelle fonctionnalité. Alors l'intérêt, c'est de sécuriser les procédures, de mutualiser les moyens, d'avoir une action globale en matière de cybersécurité. Et puis ça permet aussi et surtout, sur des petites communes, de se concentrer sur le métier de service aux citoyens et non plus sur les contingences techniques et de maintenance des outils. Le peu de temps que le personnel dans des petites mairies a de temps à consacrer, il est préférable qu'il le consacre à l'accueil du public, à l'accompagnement du public, plutôt qu'à s'assurer du bon fonctionnement technologique des outils en place. Donc c'est la raison pour laquelle on déploie ce type de nouvelles offres. Ah, je crois qu'il a la main chaude. C'est bon. Alors, troisième volet, celui de la sécurité juridique avec deux pans. Le profil d'acheteur mutualisé, ça a été très bien dit par Fabien et Emmanuel, donc je ne reviens pas là-dessus. Nous faisons également la même chose en Dordogne. Il y a à peu près 400 collectivités qui adhèrent à ce service. Il y a 600 marchés publics pour un volume d'affaires très important qui transite. Et ça permet aussi, ça contribue à l'animation territoriale et au développement économique, parce que l'accès à la commande publique est fondamental pour les PME du département. Ensuite, la partie sécurité juridique, qui comprend 2 volets, je crois qu'on le voit ensuite, le volet RGPD que tout le monde connaît aujourd'hui, et puis aussi la sécurité juridique classique, la rédaction de baux administratifs, tout ce qui est aliénation de chemins ruraux, etc. Tout ce qui est l'acte administratif courant d'une collectivité territoriale est suivi par ce pôle. Je pense que tu peux appuyer. Voilà, la rédaction administrative, acte d'acquisition, acte d'échange, acte concernant les biens sans maître,
contrats et baux commerciaux, effectivement, et puis des recherches juridiques sur des questions plus précises. Donc ça, et puis donc le volet marché public .dordogne.fr où aujourd'hui on a énormément de visites et qui contribuent donc à l'animation économique du territoire. En 2021, on va aussi déployer, c'est la petite icône en bas, une nouvelle mission qui consiste à l'aide à la rédaction, l'assistance à la rédaction des pièces administratives de marché. C'est-à-dire que du coup, le service proposé va aller en totalité depuis la rédaction du marché public jusqu'à sa mise en ligne et après le suivi. Et dans d'autres directions de l'agence, quand c'est la réalisation de bâtiments, par exemple, on peut avoir aussi des missions d'accompagnement pour recruter le maître d'œuvre, réaliser l'étude de faisabilité. Donc c'est vraiment un outil qui est important, qui est souhaité, qui est voulu, qui est encouragé par le conseil départemental pour aider à l'émergence de projets, pour aider à la réalisation de projets sur le territoire. C'est comme ça aujourd'hui que l'agence technique est perçue, avec cet objectif, je le redis, très intéressant de mutualisation, évidemment, et quasi indispensable, comme le rappelait Emmanuel, et avec, puisqu'il est question d'adhésion, cette notion aussi de solidarité territoriale, solidarité départementale entre les communes, puisque tout le monde contribue à la même hauteur. Sur la mission du DPD, délégué à la protection des données mutualisées, bon, je ne m'attarde pas, ça a été dit tout à l'heure, et je crois que Ronan va revenir dessus, il est inutile que j'en parle. Et puis, on regroupe toute cette direction, on va se retrouver sur une page d'accueil qu'on a appelée Territoire numérique Dordogne, où donc nos adhérents, là pour le coup, hein, on n'est pas sur l'usager du service public, on est bien sur le fonctionnaire de collectivité, va retrouver toutes ces icônes et pouvoir faire les recherches et activer les fonctionnalités qui l'intéressent. Alors voilà, un certain nombre d'utilisateurs avec aussi une facilité très très importante, et vraiment ce déploiement depuis 3 ans a été un succès. C'est l'inscription aux formations, donc tous les personnels communaux qui soient en communauté de communes, CCAS et autres s'inscrivent et on fait des formations régulièrement. Et donc par cet accueil généralisé, on fait l'inscription en formation et puis on anime une foire aux questions. Et le dépôt de tickets, puisque évidemment aussi c'est le dépannage, c'est la hotline permanente sur les questions de comptabilité, de paie, d'élection, de mise à jour, d'enfance, petite enfance, d'inscription. Donc c'est toutes ces activités-là peuvent être accessibles par cet accueil général. Donc là c'est la même chose, tu peux y aller. Alors voilà, donc là je vais terminer par ce dernier point qui est la question finalement qui ramène aux citoyens usagers du service public, c'est la question de l'inclusion numérique, c'est la question de l'accessibilité aux services en tout lieu, à tout moment et quelles que soient les compétences intrinsèques des personnes. Ce bouquet de services aux citoyens va s'appeler démarche.dordogne.fr. Il est animé et porté par le conseil départemental et sa DSIN en collaboration avec l'agence technique départementale. Voilà, donc simplifier le panorama administratif pour la recherche à tous les services publics accessibles en un seul lieu, en un seul endroit, que ce soit la CPAM, les services du conseil départemental, tout ce qui est le RSA. Tout va se trouver par un seul lieu et avec une recherche qui ne se fera plus par le nom de l'organisme qui gère la fonctionnalité, mais par le nom du besoin et de la localisation, ce qui simplifie l'accès et c'est donc l'outil développé qui va ramener l'usager du service public vers le bon interlocuteur, sachant que toutes les informations sont croisées ensuite sur ce site. Et je suis en train de conclure avec le visuel suivant, donc faciliter le parcours du citoyen, permettre, pour terminer, aussi aux agents d'accueil, c'est-à-dire
ceux qui reçoivent en commune, en communauté de communes, la demande du citoyen, d'avoir une vue globale sur l'ensemble des demandes du citoyen. Donc, ça permet justement de voir quelles ont été les questions précédemment posées, quelles ont été les orientations faites, et tout ça va fluidifier le service public à l'attention du citoyen. Et le dernier mot, voilà, c'est que nous sommes en phase de test et que la Dordogne agit pour l'inclusion numérique. J'en ai terminé. Et c'est vertueux. On me signale en régie que vu qu'on a changé de salle pour bénéficier de la vidéo, la salle est prise à partir de 16h, donc ça s'arrêtera à 16h et pas 16h30. Ronan, t'es le dernier, donc tu as un quart d'heure pour t'exprimer. Si on peut nous envoyer la présentation, et ensuite on échangera, on redonnera la parole, le mot de la conclusion à Déclic. Merci beaucoup. C'est le privilège de passer en dernier, c'est qu'il faut du coup essayer de rattraper un peu le temps et de lancer un peu le débat. Tiens, file-moi la zapette. S'il te plaît. Tu accèdes au capteur. Non. Regarde. Donc voilà, tout ce qui a été dit, forcément, la Charente, la Dordogne, au-delà de la proximité géographique, force est de constater que les adhérents et les communes ont quasiment les mêmes besoins, forcément. Donc il y a beaucoup de similitudes. On le fait forcément beaucoup moins bien qu'en Dordogne parce qu'on est beaucoup plus jeune. Mais globalement, il y a beaucoup de similitudes, donc je vais pas rentrer là-dedans. Simplement vous donner quelques éléments de repère. Donc l'ATD 16 a été créée en 2014 sur l'impulsion du département, comme dans beaucoup de collectivités, comme dans beaucoup de départements. Et à l'époque, 144 communes avaient levé le doigt. Nous sommes un établissement public administratif et donc l'objectif et donc l'objet même de cette EPA est d'apporter un soutien dans le technique, juridique, financier et numérique aux collectivités qui le souhaitent. La petite particularité, et j'en parle maintenant, c'est que donc Bertrand l'a dit tout à l'heure, 30% des ATD de France font du numérique. En 2014, ATD Charente ne faisait absolument pas de numérique parce que du coup il y avait le SDITEC qui aujourd'hui donc n'existe plus. C'est le syndicat départemental donc des nouvelles technologies. À l'époque ça s'appelait comme ça. C'était en 2000. Donc là on remonte presque à la préhistoire de l'informatique et du digital. Donc le SDITEC a été créé en 2000 sur les missions numériques et donc le SDITEC a souhaité fusionner avec l'agence technique en 2018. Ce qui explique qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, donc l'ATD offre des prestations à la fois de numérique et aussi donc d'aménagement. Voilà ce que je voulais dire. 487 membres, donc ça ne vous parle pas, mais c'est 93% des communes de Charente adhèrent à l'ATD, 100% des intercos, et à ça donc on ajoute une cinquantaine de syndicats qui soient mixtes à orientation scolaire ou à vocation unique, et des membres un peu plus singuliers. Donc forcément, l'ATD est un outil pour les élus, par les élus. Donc impossible donc de ne pas parler un petit peu des instances de l'agence. Donc il y a une assemblée générale où le département donc est représenté à hauteur de 15 membres. Donc dans le collège numéro 1 et le collège numéro 2, ce sont les communes et les intercos qui adhèrent, qui sont donc à hauteur de 400. Donc il y a une collectivité adhérente, un siège. Donc ça veut dire que demain ou après-demain, ça peut encore augmenter. Donc l'assemblée générale est après donc élit collège par collège des représentants au niveau du conseil d'administration. Et donc là, on retombe sur une parité parfaite, 12 et 12, et le président fait le 25e homme. L'équipe donc de l'ATD, évidemment, c'est écrit trop petit, mais que vous voyez un petit peu, donc on est sur une équipe qui compte 31 personnes. 31 personnes, c'est donc sur un budget de 2 millions d'euros. Il y a environ une bonne moitié de ce budget qui est évidemment consacré à l'ingénierie et donc aux dépenses de personnel. Et donc sur ce volume financier, le département est donc un sponsor, je ne dirais pas majoritaire, je ne dirais plus majoritaire. À l'époque, il l'était, aujourd'hui, il l'est beaucoup moins. Le département apporte 17% de ce budget et les adhérents, par leur cotisation, en apportent 83%. Et c'est Michel Carteret, le président de l'agence technique, donc président depuis le renouvellement, c'est pas le renouvellement, mais depuis les élections, les dernières élections départementales. Voilà, l'ATD en Charente comme ailleurs, c'est, j'ai coutume de le dire, moi, c'est le service juridique des communes qui en ont pas ou pas assez. C'est le service mutualisé donc d'aménagement des communes qui en ont pas ou pas assez, et c'est le service numérique des communes qui n'en ont pas ou pas assez. Et pareil évidemment pour la cartographie. Donc là sur cette vignette, vous avez donc l'ensemble des services que l'ATD propose, un peu comme en Dordogne. Donc on a donc différents pôles de compétences. Ruralétique, je ne vais parler que de la couleur vert foncé et de la couleur orange, rose, puisqu'on parle donc du numérique et de la carto. Tout ce qui est juridique et aménagement, je n'en parle pas ici. Donc voilà, très rapidement, il y a beaucoup donc des aires de famille avec ce qui a été dit ou par Emmanuel ou par Bertrand. Il y a peut-être des petites singularités. Donc voilà en gros, nous, tout ce qu'on sait faire en Charente et tout ce qu'on propose à nos adhérents.
Je vais m'appesantir sur ce qui n'a pas été dit, et appesantir est un bien grand mot puisque le temps nous est compté. Donc nous faisons de la maintenance de parcs informatiques, c'est-à-dire que toutes les collectivités qui ont des parcs informatiques, et ça forcément ça existe, c'est nous, agences techniques, qui faisons en gros tout. C'est-à-dire que nous achetons via une centrale d'achat qu'on a montée, donc on achète les matériels, on passe évidemment du temps avec les collectivités pour définir leurs besoins. On achète, on leur revend. Ça évite aux collectivités de passer des marchés publics. On le passe une fois tous les 3 ans pour elles. Et donc, on s'arrange pour avoir un prix d'achat qui est au niveau de Cdiscount. J'aime bien le dire, ça. Donc, on a le même prix d'achat que sur Cdiscount. Pour autant, évidemment, on est dans un marché public. On est sur des machines, évidemment, qui sont vertueuses. Et je précise que nous revendons à un prix coûtant toutes les machines que nous achetons pour nos adhérents via cette centrale d'achat. Aucun intéressement de la part de l'agence sur ce credo-là. Au-delà de l'installation et de la commande, évidemment qu'on les entretient, qu'on les maintient et qu'on fait de l'infogérance. Donc dès qu'il y a un problème sur une machine, on nous sollicite. Si on peut le faire par téléphone ou en tout cas par prise en main à distance, on le fait pour des raisons évidemment de coût et de temps. S'il faut se déplacer, on se déplace sans aucun problème. Tout ça est gratuit et illimité pour les adhérents. Administration numérique, ça a largement été évoqué, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Nous aussi, on a de la transmission, on fait du contrôle de légalité, on fait de la convocation électronique, on fait du parapheur électronique, on fait du certificat électronique de signature, on fait du paiement en ligne, on fait du webmail, on fait du carnet de contact, on fait du calendrier et on fait du transfert de fichiers lourds. Profil acheteur, ça aussi ça a été évoqué, donc on a une plateforme marché public, ça a été évoqué, donc on a AWS, peut-être qu'on a la même les uns les autres en tout cas, voilà, donc on a AWS. Au-delà de la plateforme et donc de l'outil technologique, moi j'aime bien vraiment parler de l'appui à la mise en ligne qui est proposé, parce que une secrétaire de mairie qui met un marché en ligne une fois par mandat, ça fait en gros une fois tous les 6 ans, c'est pas toujours évident de se rappeler de ce qu'il faut faire et de comment on l'avait fait à l'époque, d'autant que la règle a un peu changé. Donc on a exactement 4 ou 5 personnes à l'agence qui, alors c'est pas évidemment, c'est pas des plein temps, mais qui sont disponibles tous les jours pour aider les secrétaires de mairie et d'autres à mettre en ligne. Ça permet donc aux collectivités de leur organisation à ne pas forcément avoir un super champion sur la mise en ligne de marché public, parce que du coup l'ATD est là pour justement appuyer et faire en sorte de faire le go-between entre le besoin et la plateforme. Évidemment, on a aussi noué des partenariats commerciaux avec les JAL, les fameux journaux d'annonces légales, pour avoir des prix au volume. Quand les collectivités mettent en ligne, elles ont 50% de réduction sur le tarif au niveau du JAL. Eh oui, messieurs. Donc, on est sur la passation, parce que la passation, c'est obligatoire. Ça fait 2 ans aujourd'hui que donc, le profil acheteur est obligatoire et que la foule des maths s'est imposée en matière de marché public. Et on a voulu prendre un petit temps en avance. On est aussi au niveau de l'exécution. C'est-à-dire que tous les avenants marché public, on peut maintenant les faire au niveau de la plateforme, en tout cas en Charente. RGPD, ça a été évoqué. Et je viens juste de me rendre compte qu'en fait, on a eu la même démarche avec DBK. Mais je viens juste de me rendre compte à l'instant. Eh oui, moi, tu m'as copié en fait. Assistance logicielle, ça me donnerait ça. Assistance logicielle, donc nous sommes comme d'autres, on est sur une logique de support, c'est-à-dire que là encore, centrale d'achat, on achète et on revend par marché public. Là, on est avec JVS. Les débats sont très avancés, on est quasiment en phase préconclusive pour aussi aller chez Berger-Levrault, en plus de JVS. Et donc l'idée, c'est que l'équipe de l'agence offre le support. Et donc toute la relation de formation, de proximité, et donc vraiment du quotidien, se fait non pas avec un éditeur qui est sûrement très bien, mais qui est aussi un peu loin. Ça se fait donc en local, en Charente. Et donc là encore, si on peut le faire par téléphone, on le fait par téléphone. S'il faut le faire en présentiel, on y va évidemment. On n'a qu'un plaisir, c'est de rencontrer nos adhérents. Sauvegarde 3 demain, ça c'est assez nouveau, on est assez content. On a mis en place donc sur les directives de l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, donc une sauvegarde qui va bien, pour faire en sorte que les collectivités soient un peu mieux armées face aux défis qu'on évoquait au niveau de la cyber. Et on a profité pour mettre aussi un cloud. Donc chaque collectivité génère un cloud privé. Donc tout n'est pas centralisé sur un gros data center au niveau départemental ou régional. Chaque collectivité a son cloud géré par l'ATD. Donc c'est nous qui en sommes propriétaires, mais évidemment, c'est la collectivité qui en jouit absolument. Et donc on a profité aussi pour mettre en place un peu de télétravail, pour avoir de prise en main à distance pour les différents logiciels métiers qui ne pouvaient pas, eux, être mis sur un cloud. Ça existe encore dans les collectivités où les fichiers sont installés sur des postes.
signature électronique, j'y vais rapidement. On expérimente aujourd'hui, parce que ça j'y reviens juste après, on expérimente beaucoup avant de généraliser. Donc là on est en pleine expérimentation sur la maintenance dans les parcs informatiques des écoles. Donc là on parle donc des machines. Ça prend du sens par rapport au comment s'appelle le SN2E, appel à projet de l'État SN2E, là, qui va en tout cas en Charente, mais c'est partout pareil, livrer un nombre très très important de machines. La question qui va se poser, c'est qui les entretient, qui les installe, qui les paramètre sur le temps long. Et donc l'ATD se positionne d'ores et déjà sur cette logique-là. Toujours pareil, un centre central d'achat, etc., etc. On fait aussi du prêt de matériel, c'est une demande qui nous a été demandée par les adhérents. Quand ils accueillent un stagiaire au temps long ou quand il y a des machines en panne, plutôt que de réinvestir, ils sont contents qu'on puisse leur louer des machines sur quelques semaines ou quelques mois. La cartographie, là aussi, il faut aller vite, donc je vais vite. On a mis en place une galaxie, un peu à l'image de ce qu'a fait la Dordogne. Donc on a un tronc commun, qui est un peu le Google Maps, mais évidemment au niveau public, c'est-à-dire qu'on a un peu une visionneuse, comme le disait Bertrand. On permet à nos collectivités donc d'avoir accès à des données métiers, à des données qui sont utiles pour leur travail, pour leurs travaux de tous les jours, et aussi aux élus pour leur logique de mandat, pour l'aide à la décision. Et à ce portail, on est venu clipser donc différents logiciels métiers, qui en urbanisme, qui en cimetière. Nous aussi, le cimetière, ça marche très fort. Qui en taxes, pour savoir un petit peu au niveau de AirTax, enfin bon, et de l'assainissement non collectif aussi. On fait de l'animation de données parce qu'au-delà du fait d'avoir une visionneuse, c'est important pour nous que les collectivités qui ont des données papier puissent les numériser, qu'on puisse les aider dans ce cadre-là pour justement qu'elles retrouvent leurs données sur le vecteur, enfin sur le support numérique. Et nous sommes en train, la convention est en cours de signature, j'espère que dans quelques semaines ce sera fait, en coproduction pour un PCRS. Donc PCRS, c'est un plan corde de rue simplifié, comprendre une orthophoto, donc une photo aérienne précision 5 cm, c'est-à-dire que toutes les bouches à clés seront visibles donc, depuis cette photo aérienne, et donc sur l'ensemble du département de la Charente. Je crois qu'on sera les 2e ou 3e. Dordogne, vous n'êtes pas loin derrière. Mais donc, on aura du coup toute cette logique-là, et donc c'est l'ATD qui sera l'autorité en la matière, et donc qui pourra mettre cette donnée à l'ensemble de ses adhérents. Évidemment, la photo ne sera que pour la Charente. Adressage, là aussi, on est là-dessus. Emmanuel l'a dit, ce qui est très important, c'est donc la formation. Alors nous, on n'appelle pas ça de la formation parce qu'on n'est pas agréé centre de formation, mais on appelle ça de la formation interne, de la sensibilisation. Et donc, on a vraiment à cœur de proposer des formations internes, à visée théorique, à visée pratique. On a forcément c'est pas aussi bien qu'ici, mais donc on a tous les ans des rendez-vous avec tous nos adhérents, élus ou fonctionnaires, pour justement échanger. On a des réseaux de bonnes pratiques, donc le réseau du R2000+, c'est tous les DGS des collectivités membres. Donc on se réunit tous les trimestres, et donc les sujets qui sont les leurs deviennent les nôtres, et du coup on prépare tout ça, et donc on met ça sur le tapis. La même chose avec le réseau des DST, donc des directeurs de services techniques des collectivités adhérentes. Les clubs métiers, donc partout où on met en place une solution, on génère un club métier avec une animation thématique, une animation ad hoc pour justement les collectivités ne soient pas esselées, ne soient pas perdues, même si les logiciels ne sont pas faits chez nous. Centrale d'achat, j'en ai parlé, donc on fait du matériel informatique, on fait du certificat de signature électronique à la norme IDAS, on fait du logiciel informatique, on fait des parcs scolaires et on fait de l'ENT. Ça a aussi été évoqué. Nous, on n'est pas chez Benelux, le marché public donc a vu rendre victorieux l'entreprise One. Quelques chiffres, on n'a pas le temps. Les expérimentations, on n'a pas le temps. Donc vous dire que l'ATD16, comme ailleurs, on est à l'écoute permanente des besoins de nos adhérents. C'est-à-dire qu'on a vraiment à cœur, on fait une campagne d'évaluation annuelle, et donc tous les ans, chaque politique, chaque petit carré fait l'objet donc d'une évaluation, et donc il y a toujours un petit commentaire libre où les collectivités peuvent nous dire en plus ce qui leur manque ou ce qui leur manquerait. Préalablement à toute mise en place de nouvelles politiques, on expérimente avec un panel expérimental qui est plutôt bien choisi, des petites collectivités, des grosses, à droite, à gauche, au nord, au sud. On fait en sorte du coup d'avoir un panel le plus intelligent pour justement être sûr que tout marche. Et ça, j'y tiens. En tant que directeur de l'ATD, nous avons une relation désintéressée de tout enjeu financier avec nos membres. Alors tout n'est pas gratuit, non. Et nous sommes sur, et peut-être un petit peu différent par rapport à ce qui a été dit, on est sur une adhésion forfaitaire annuelle. C'est-à-dire que les collectivités, par rapport à leur strate, cotisent à l'agence technique, c'est une cotisation qui ouvre droit après à un droit de tirage qui est gratuit et illimité. En gros, vous adhérez
à une option, je ne sais pas comment ça peut s'appeler, moi, vous adhérez à l'option RGPD, non, c'est pas un bon exemple, mais vous adhérez à l'option marché public, mise en ligne, plateforme, ça vous coûte tant d'euros par an par rapport à votre strate de collectivité, que vous mettiez en ligne 0 marché public ou 300 marchés publics par an, c'est exactement le même prix. De la même façon, pour l'entretien et la maintenance du parc informatique, que vous ayez une machine, 30 machines, que les 30 machines tombent en panne le même mois ou tous les mois, tout est gratuit et limité pour les adhérents. Donc ça, pour nous, il n'y a pas de relation de cause à effet. On est en croissance continue, un petit graphique qui essaie de schématiser tout ça. Donc la courbe orange, c'est la courbe donc des agents, donc des collègues, qui faisons vivre donc le volet ingénierie de l'ATD. Et la courbe plutôt bleu-verte, ce sont les politiques mises en œuvre. Donc on se rend compte qu'au début, c'était un peu plus calme. Le trait vertical, c'est la fusion donc avec les collègues du numérique. Pour autant, évidemment, cette fusion, c'est une croissance externe très importante. Pour autant, après la fusion, on a continué donc d'être à l'écoute des adhérents. Et donc, on a continué à progresser, évidemment, tant en nombre de politiques mises en œuvre que d'agents pour faire vivre ces politiques. Donc là, on s'arrête à 2021 parce que c'est forcément logique, mais dans ma tête, les graphiques continuent, alors pas de façon exponentielle, mais donc continuent forcément de grandir. Je pense que d'ici 18 mois, l'ATD verra 35 ou 36 collègues. En tout cas, si les besoins sont toujours présents, mais je sais qu'ils le sont. Donc forcément, cette croissance vaut aussi en termes de budget. Donc là, on a du coup en bleu les recettes de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement, et en vert, la courbe verte, c'est le nombre d'adhérents qui forcément, enfin tout va ensemble. L'idée, c'est de mettre en place des politiques qui sont financées de façon forfaitaire annuelle, mais qui permettent quand même d'équilibrer le service. L'idée n'étant évidemment pas de générer du déficit, mais pas non plus d'excédent. Les politiques sont au cœur de notre fonctionnement en termes de management, en termes d'évaluation annuelle, en termes de comptabilité analytique. On peut dire minute par minute quelle politique est déficitaire, laquelle est juste à l'équilibre, il n'y a pas d'excédent. On a un excédent annuel de 60 000 euros. Vu les phases de croissance qu'on a, pas toujours facile de viser le 0 euro. En tout cas, donc on a un petit excédent annuel tous les ans et le département, lui, par sa subvention, couvre 350 000 euros. Ça veut dire qu'en gros, ce que les collectivités versent à la TD16, le département abonde et donc fait baisser le coût, malgré l'excédent qui est le nôtre. On peut dire que du coup, on permet aux collectivités d'avoir un tarif vraiment intéressant, l'ensemble des services que l'ATD propose. Pour répondre à la question de Fabien très rapidement, en termes de besoins, en termes d'enjeux, qu'est-ce que je ferais moi aujourd'hui pour remonter une ATD ou pour remonter des services tels qu'ils existent chez moi en 2021, mais si je me mets à la logique 2000, c'est-à-dire que depuis 2000, quand les collègues ont monté l'ATD, enfin c'était le SDITEC à l'époque, on était quasiment à la préhistoire de la numérisation, il n'y avait quand même pas de besoin, ou en tout cas un peu moins qu'aujourd'hui. Ça veut dire que les profils acheteurs n'étaient pas obligatoires, la signature électronique n'était pas encore existante, les convocations électroniques ne devaient pas être transmises de façon donc, numérique, donc tout ça était beaucoup plus simple. Aujourd'hui, c'est vraiment différent. Ce que je veux dire par cette vignette, c'est que créer un EPSN en 2021 va forcément conduire à réinterroger un fonctionnement et des acteurs qui sont déjà en responsabilité. Aujourd'hui, Fabien le disait à l'instant, il se pose la question de le proposer pour les communes du Cantal. Sans doute que les communes du Cantal ont déjà quelqu'un qui répond et qui remplit ce vide. Sans doute, peut-être pas. Mais il y a forcément des choses, comme c'est obligatoire, on peut penser que ça le fait. Donc ça veut dire que le fait de créer aujourd'hui un service, va falloir se poser la question de, du coup, qui est-ce que, du coup, voilà, comment est-ce qu'on réinterroge tout ça et comment on avance. Donc, par rapport aux différentes postures et différents axes prioritaires, c'est souvent un peu la question qu'on se pose, qu'est-ce qu'on va faire, avec quel taux de pénétration on va y aller et sur quel type de priorité. Donc, soit les ATD ou les OPSN peuvent se positionner en tant que développeurs de solutions, c'est-à-dire qu'on développe tout en régie. C'est un choix ambitieux. Un choix difficile. Soit on se positionne en instance, c'est-à-dire qu'il y a des solutions faites par des éditeurs, ou il y a des solutions faites par des personnes privées, et donc on assure cette proximité, on assure justement cet atterrissage en douceur auprès donc des équipes en termes de formation, de sensibilisation, de paramétrage, etc. Mais le produit est développé par ailleurs. On se positionne en tant qu'AMO, c'est-à-dire en gros on laisse les collectivités signer les contrats avec les éditeurs ou avec les privés, mais on est une boussole et donc on fait en sorte de voir comment tout ça peut être signé. Ou simplement on est centrale d'achat. Donc tout ça, évidemment, il y a une compétence qui n'est pas la même. La compétence est forcément beaucoup plus haute quand on veut tout développer soi-même et elle devient beaucoup plus simple quand on fait simplement de la centrale d'achat. On est sur une compétence qui est plutôt juridique, administrative. C'est pas du coup manquer d'égard vis-à-vis des administratifs, mais c'est vrai qu'en termes de compétences techniques, il est quand même plus simple de monter une centrale d'achat que de développer directement des logiciels de compta ou de paye.
et les différents axes. Pourquoi créer un OPSN? Je pars du principe qu'aujourd'hui, en 2021, il y a sans doute des gens qui font. Alors, est-ce qu'ils font bien, est-ce qu'ils font pas bien? La première chose, c'est pour moi assurer la souveraineté des collectivités et de leurs données. Aujourd'hui, quand on fait faire par un privé, on n'a peut-être pas la même garantie sur cette souveraineté. Enfin, pour moi, c'est un vrai enjeu, c'est un vrai axe. Offrir peut-être un service qui soit un peu plus réactif, un peu plus proche. Parce que oui, le faire par un privé qui est aux États-Unis ou même qui est à Paris, c'est sûrement très bien, c'est fiable, mais en termes de proximité, est-ce que les élus ne voudraient pas aller plus loin et justement offrir? Ça peut être une vraie plus-value que les collectivités pourraient avoir. Mutualiser les coûts, c'est toujours un petit peu l'idée. Je prends juste 2 chiffres. Un que je pique à Emmanuel, je crois que en général, quand un OPSN se met sur une politique ou sur un besoin, c'est 30% d'économie en moyenne par rapport à ce que le privé pourrait proposer. Par rapport au prix évalué du marché, donc on est à 30% moins cher. Et moi, je prends un autre exemple, celui des sauvegardes, que je viens juste de mettre en place en Charente. Sur les sauvegardes, on est 12 fois moins cher, parce que notre prix annuel correspond à peu près à un prix mensuel chez un privé. Donc on est même au-delà de 30%, on est quand même sur 12%. C'est pas plus mal, ou tout simplement simplifier et fluidifier les relations entre collectivités et opérateurs privés. Et j'en ai terminé. Bravo, c'est un record de rapidité et de concision. En termes de nombre d'agents affectés au numérique, l'un et l'autre, vous êtes à combien dans le 16? C'est juste un chiffre, la réponse. J'ai beaucoup de choses transversales. En gros, ETP, une vingtaine. Chez toi, Bertrand? 32. Ouais, pour le numérique, donc c'est quand même ça pèse. Et c'est déficitaire, la prestation. Tu fais de l'analytique par prestation. Le numérique est déficitaire. C'est un service apporté où vous équilibrez également le volet numérique. Non, on équilibre aussi le numérique. Également le volet numérique. Oui. L'ensemble de la structure, Oui. mais également le volet numérique. Moi, mon idée, c'est que chaque politique soit équilibrée. D'accord. Toi aussi, Bertrand? Alors, on a mis en place un budget annexe spécifiquement pour ça. Pour le numérique? Ouais, et ma directrice adjointe qui suit cette direction et qui suit d'ailleurs cette manifestation fait en sorte que le budget soit légèrement excédentaire tous les ans. Donc il y a effectivement une obligation d'équilibre économique des services que l'on propose à nos adhérents. Ok. Donc voilà, je vous rappelle que le principe c'était une rencontre des agences. Il y en a pas mal qui sont ici. Donc on a un micro qui est nomade. Vous pouvez réagir, apporter un éclairage. J'aperçois des collègues qui sont là. Pour les nombreux collègues à distance, je reçois vos messages. Voilà, donc on les salue à nouveau. Mais par contre, on n'est pas en visioconférence, on ne pourra pas échanger en direct. Par contre, oui, des remarques, des compléments par rapport aux attentes que vous aviez ou ce que vous proposez en complément. Il y a le Puy-de-Dôme qui est là en nombre, élu. J'aperçois César. Le maire de Murol est même dans la salle, le fameux château de Camelot. Non, d'autres personnes présentes, du coup, qui auraient des questions? Ouais. Tu peux faire l'hôtesse, amener la question, le micro, monsieur. Merci, Ronan. Merci. Vous pouvez vous présenter. Ouais. Nicolas Michel, réseau Canopé. Je vous remercie. J'ai vu assez peu de choses sur l'éducation. Oh. Qu'est-ce qui est... Oui, j'en ai vu un peu, mais quels sont les freins qui empêchent d'ouvrir des bulles dans vos organigrammes pour aider l'éducation ou l'équipement éducatif dans les communes? Alors, on aide massivement. Enfin, bon, après, pour le Cantal, il y a Jean-Philippe Lavigne qui est présent en charge du projet. Les petites communes n'ont pas forcément les moyens en interne de réaliser des projets. Depuis la loi Peillon 2017, le numérique a été transféré aux collectivités, régions, lycées, collèges, voilà, ça c'est assez simple. Pour les petites écoles, il n'y avait pas la solution derrière. Donc c'est plus facile pour la ville d'Aurillac qu'une petite commune qui est... Voilà. Donc les agences techniques, donc on le fait tous, proposent des cahiers des charges, de l'équipement, de la maintenance en termes de matériel et proposent un ENT. Il n'y aurait pas les agences techniques, il n'y aurait pas de NT. Donc c'est bien beau de transférer les compétences. L'État n'a pas transféré le moyen et on doit faire avec l'argent des collectivités et on a dû se structurer pour répondre à ça. La difficulté ensuite, c'est l'accompagnement des enseignants. Là, ce n'est pas la compétence des collectivités. La formation des enseignants, la volonté des enseignants, des directeurs d'école de monter des projets pédagogiques, d'innover dans les usages. Ça, c'est très hétérogène. Il y a certainement un manque de formation sur le terrain des enseignants.
et de structures d'accompagnement pour qu'ils puissent, voilà, être force de proposition et embrasser nécessairement tous les outils. Mais je crois que sur l'équipement, les structures mutualisées apportent ce qu'il faut en termes d'éducation. Je te laisse compléter. Alors, pour compléter, donc au sein de Déclic, on siège à la commission nationale auprès du ministère. On a des réunions mensuelles un peu sur tous les projets numériques. Je pense que ce qui manque, en fait, c'est du partenariat. C'est-à-dire que quand on arrive à travailler sur les finances publiques, parce que la DDFIP, localement, ou la DGFIP, aujourd'hui, nous disent on veut bosser avec vous, parce qu'on sait qu'on ira plus vite. Quand le ministère de l'Intérieur veut travailler sur le REU, ils savent qu'il faut nous voir. Ils ont compris qu'il y avait des interlocuteurs. La difficulté, c'est qu'on a quand même du mal, pour avoir eu des échanges sur ce sujet-là avec des collègues, avoir du mal à avoir une reconnaissance au niveau de l'éducation nationale locale, de faire comprendre qu'il fallait travailler avec nous. Et autant d'ailleurs, c'est assez marrant parce que autant avec le réseau Canopé, je sais qu'il y a eu sur certains territoires des avancées. Pour certains, des gens qui disent bah, moi je ne vais mettre au catalogue que des solutions que le réseau Canopé est capable de former et comme ça, ou alors des démonstrations en commun dans les locaux du réseau Canopé du département, voilà. Mais on a quand même eu du mal aujourd'hui pendant longtemps à faire comprendre localement au réseau de l'éducation nationale qu'il y avait un intérêt à travailler en partenariat. En gros, la position, localement, je ne veux pas généraliser, mais c'est quand même de dire oh là là, concurrence, on n'a pas le droit d'échanger avec vous. Ce qu'on a envie de dire, c'est que si le ministère de la Justice le fait, l'Intérieur, etc., je ne suis pas persuadé qu'il y a réellement un débat, quoi. Mais on l'a quand même senti. Et c'est vrai que voilà, ce besoin, c'est de dire à un moment donné, il y a des conseillers spécialisés sur le numérique. Enfin, voilà, échangeons, travaillons ensemble. Quand nous, on va installer du matériel informatique, et je pense que c'est un peu des retours qu'il y a sur le terrain, c'est que les maires disent OK, mais derrière, former. Mais nous, on ne forme pas les enseignants. C'est surtout pas notre métier. Mais ça veut dire que tout ça doit se faire en commun. Et c'est là où, voilà, je pense que c'est cette notion de partenariat. Okay. Oui, notre question, Ronan. Merci. Si vous pouvez passer le micro à... Merci. Merci. Oui, Bernard Lanvert du Conseil départemental de l'Oise. Eh bien, j'irai en prolongement de la question qui était posée par le collègue de Canopé. Dans l'Oise, nous avons historiquement une expérience autour de la distribution généralisée d'ordinateurs aux collégiens, qui a été abandonnée ensuite pour des questions d'orientation de la nouvelle majorité politique. Et là n'est pas le sujet. Simplement, cette expérience-là nous avait amené à travailler de près avec l'éducation nationale et en particulier avec le rectorat et la déléguée au numérique éducatif, car lorsqu'un département apporte une solution technique, il inquiète les enseignants parce qu'on vient en quelque sorte leur dire ce qu'ils devraient faire. Or, ça n'appartient pas effectivement à la collectivité territoriale de rattachement. Ceci étant, on a eu une relation très proche avec donc l'académie et nous n'étions pas les seuls parce que dans d'autres départements, Emmanuel, tu as fait référence à Somme Numérique avec des collègues très présents sur le terrain également et dans le réseau des collègues au niveau technique, que ce soit dans maintenant les 5 départements qui constituent la région de France, voire même en région, nous nous sommes préoccupés d'aller un peu plus loin que le matériel proprement dit, même si on est très attendu sur ce point-là, avec la force de frappe qu'ont les départements, et les régions, pardon. Mais en fait, nous nous sommes interrogés, quelques-uns d'abord, sur les espaces numériques de travail. Parce que chacun y allait de sa solution à la région, dans chacun des départements. Et puis, on voit bien que l'interrogation est là pour les petites communes ça coûte combien, comment ça peut se faire et avec quel équipement et comment je fais avec ma directrice d'école ou mon directeur d'école sur lequel je n'ai pas d'autorité, etc. Et pour le coup, nous avons réussi à mutualiser en quelque sorte nos intentions et à fédérer nos élus dans 5 départements et une région et à mettre sur pied une convention
de partenariat avec mandat à la région d'ailleurs pour établir un cahier des charges unique pour un ENT allant du primaire jusqu'au lycée, évidemment ne s'agissant pas tout à fait de la même solution parce que ça doit être adapté au niveau, mais en tout cas offrant un environnement avec une prise de connaissances et donc d'acquisition. Tous les parents ne sont pas des geeks, etc. Et que on n'aille pas d'un établissement à l'autre avec une solution plutôt différente et avoir une solution qui soit justement avec une continuité et permettant une prise en charge par les acteurs et également les enseignants passant d'un établissement à l'autre, et bien que ça puisse être efficient. Il a fallu, mettons, 2 ans et demi de travail pour le mettre en place. Ensuite, chaque département et la région ont Par contre, je vous demanderai d'en venir à la question. Oui. Parce eh bien, que, j'en viens pas à la question. Simplement, à la conclusion, c'est que chaque département de la région et la région ont utilisé leurs opérateurs de proximité, syndicats mixtes ou pas, associations ou pas, en tout cas les opérateurs pertinents et qui étaient déjà en réseau. Emmanuel, toi tu interviens aussi dans ce cadre au niveau du primaire pour l'équipement. Notre syndicat mixte dans l'Oise intervient pour apporter l'adhésion à l'ENT. Simplement, il faut, je reviens à une remarque qui était faite, qu'il y ait une volonté politique, 2, qu'elle soit soutenue par une cohésion technique derrière, mais peu importe les moyens que l'on utilise, l'important, c'est de les fédérer. Merci. Une autre intervention? On est dans le timing, ce qui est déjà bien. Merci à tous. Par contre, il va falloir faire hyper bref. Une question en 2 mots. Igor Solutions. J'ai une question, c'est comment voyez-vous l'évolution d'un état où on achète du logiciel, le logiciel étant donc localisé physiquement dans la collectivité locale, vers une logique de service où le logiciel est partagé, mais en tant que service au niveau dans le cloud. D'un cloud. Alors la question c'est, est-ce que le cloud aujourd'hui est sécurisé? Alors ce que je voudrais, c'est donner un exemple très concret d'anomalie. J'ai bien entendu là que vous partagiez les achats de logiciels, de paye, de comptabilité, etc. Donc actuellement, je suis résident dans une petite commune du Cantal qui a 120 habitants et qui partage sa secrétaire de mairie à temps partiel avec le village voisin où il y a une superbe église dite l'église des Bredons, qui a un siècle 1000. Et cette secrétaire de mairie, elle a 2 logiciels de comptabilité qui sont incompatibles. Alors ma question, c'est concrètement, si on fait ça 36 000 fois, c'est-à-dire 36 000 communes, ça coûte un peu et c'est quand même pas très efficace. Voilà, donc ma question, c'est comment voyez-vous l'évolution d'une logique aujourd'hui d'achat de logiciels vers une logique de service avec cotisation pour des bouquets de services qui ont été évoqués par certains des participants. Voilà. Voilà. Merci. Merci Gilles. En fait, c'est toute la problématique. Et d'ailleurs, on le voit. Je vais faire très court. On l'a vu d'ailleurs dans le cadre du confinement et dans le cadre du télétravail. En fait, d'un seul coup, on dit allez hop, tout le monde en télétravail. Et puis la secrétaire de mairie qui dit mais c'est bien gentil, mais moi mon boulot principalement il est dans l'armoire. Mes arrêtés, mes délits, mon urbanisme, mon PC il est sur mon serveur, mon logiciel est sur mon serveur et voilà. Donc ça veut dire qu'en fait effectivement il va y avoir une étape déjà de renouvellement de matériel, il y a une étape effectivement de logiciel en mode cloud, mais ça veut dire que derrière on va commencer à parler. Alors est-ce qu'on parle de cloud souverain? Il y a toute une question ensuite de sécurité informatique, d'accès, de débit. Alors le débit, ça parle beaucoup à Ruralytic puisque ça fait partie de tous ces échanges. Donc c'est sous ces prochains enjeux effectivement sur de l'achat mutualisé,
qui vont nous permettre de faire de la mutualisation et de l'emploi partagé, parce qu'effectivement, sur pas mal de communes, une secrétaire va faire 3-4 communes. Si elle a 3-4 éditeurs différents, elle va jamais s'en sortir. C'est pas possible, moi, j'y crois pas. Donc c'est ça, c'est qu'en fait, on gagne à la fois sur de la mutualisation, mais va se poser la question du débit, de l'accès, de la sécurisation. Et là, c'est là où nos structures, on intervient. Je dis pas qu'aujourd'hui, on est 100% performant sur tout, on va aussi apprendre, mais ça veut dire qu'on est quand même plus fort pour apprendre quand on arrive à mutualiser des besoins de 400 collectivités et à avoir des capacités à recruter des gens parce que les compétences coûtent cher aujourd'hui. Voilà. Je m'arrête. Très bien. Donc, merci à tous. Je salue à nouveau les nombreuses agences techniques qui nous suivent à distance, des collègues que l'on connaît bien. Merci aux intervenants d'être venus pour cet éclairage. Donc on retiendra que tous les projets numériques dans les zones rurales ne passeront forcément par de la mutualisation et que l'échelon départemental est vraiment essentiel et le bon niveau. Merci à tous.